Salut, tranquille? Tu t'es probablement déjà demandé si la manie des streeteux à prendre 20 minutes de repos entre chaque série, c'était vraiment bénéfique. Eh bien, installe-toi confortablement dans ton fauteuil, aujourd'hui je t'explique tout ce que tu dois savoir sur les temps de repos. Déjà qu'on soit bien d'accord, les temps de repos, on parle bien des temps de récupération entre les différents efforts que tu vas fournir dans ta séance. En entraînement, on parle aussi de densité des séances. Tout d'abord, on va commencer avec la durée. C'est quoi le temps de repos idéal entre chaque effort? Bah justement, c'est fonction du temps d'effort. Plus une série est longue et poussée à l'échec, plus le repos derrière doit être conséquent. Par exemple, tu récupérerais beaucoup plus vite d'un sprint sur 100 mètres que d'un marathon. Et bien de la même manière, en street, tu récupères beaucoup plus vite d'un try ou d'un mouvement que tu fais que 3 secondes, même si tu forces au maximum, que d'une combinaison qui va durer 40 ou 60 secondes et où tu vas aussi te pousser dans tes retranchements. Je t'en ai d'ailleurs parlé dans ma vidéo sur les trails, si tu l'as pas encore vu, va la voir. Et je te disais que 2 minutes, c'est dans la plupart des cas largement suffisant pour ton trail. Là où dans ta combinaison longue, il peut te falloir jusqu'à 10 minutes. Voilà, fin de la vidéo. Non, je déconne, on a encore pas mal de trucs à voir. Dans les combos longs, j'ai bien précisé forcé. Parce que si tu fais des combos longs, mais que tu fais du handstand, bah c'est pas du tout aussi difficile que de faire des combos longs en planche ou en front lever par exemple. Ça implique pas la même quantité de muscles, et la tension que tu mets sur ces derniers est pas du tout la même non plus. Bon, en règle générale, garde à l'idée que tu dépasseras pas 10 minutes de récupération dans une séance, peu importe l'effort et peu importe la séance. Par contre, s'il y a un maximum, il n'y a pas de minimum. Et ça, on y vient juste après. Deuxième point important, les temps de repos. On fait ça de manière active ou de manière passive. Alors déjà, ce que j'appelle la récupération active, c'est le fait de marcher un petit peu entre les séries, de secouer les bras. À vrai dire, c'est des réflexes naturels qu'on a. Un peu comme le fait de s'étirer avant l'effort. Bon, récupération long terme, on en a déjà parlé, c'est mieux de faire de la récupération active. Les jours où tu branles absolument rien, t'es souvent beaucoup plus claqué que les jours où t'as fait quelque chose. On n'est pas encore documenté scientifiquement là-dessus en street, et de toute façon je sais pas si quelqu'un en aurait réellement quelque chose à faire, et même si habituellement je trouve qu'il y a peu d'études scientifiques qui peuvent être prises en compte pour du street, là je t'ai trouvé une thèse de 2010 faite par Monem Gemni sur les gymnastes. Il a étudié justement l'effet de la récupération active et de la récupération passive sur les performances de nos potes les gymnastes. Il a comparé un groupe qui avait 5 minutes de récupération légèrement active, comme je te l'ai décrit plus tôt, et un groupe qui avait 10 minutes de récupération complètement passive. Et bien tu sais quoi, c'est le groupe qui faisait de la récupération active qui avait les meilleurs perfs. Alors Malo, comment t'expliques ça? Aujourd'hui, j'ai un peu te parler de filière énergétique. Bon, un mot bien scientifique pour décrire ce qui permet à ton corps de produire de l'énergie. Dans une précédente vidéo, je t'ai dit que l'énergie du corps, elle se présentait sous forme d'ATP, d'adénosine triphosphate. On va pas rentrer dans tous les détails scientifiques, mais il faut que tu saches qu'il y a 3 grandes filières, c'est comme ça que ça s'appelle, qui servent à produire cet ATP. Nous en street, on en utilise 2 principaux qui sont la filière phosphocréatine et la filière glycolytique. Ouais, les noms font peur, je sais. Mais c'est pas si compliqué que ça. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que la filière glycolytique, on l'appelle aussi la filière lactique. Parce qu'elle rejette des ions H+. Tu sais, il y a des transformations chimiques qui ont lieu pour pouvoir synthétiser de l'ATP. Et bien, cette filière-là, en plus de synthétiser de l'ATP, elle rejette des ions H+. Bon, elle rejette pas que ça, mais on s'en fout des détails. Allez, je vais rentrer dans le détail juste pour que tu le saches. L'acide lactique, en soi, c'est le cumul de lactate et d'ions H+. Le lactate, il peut être réutilisé pour faire de l'énergie, donc lui, il est gentil. Et les ions H+, c'est l'acidité qui brûle dans le muscle et qui freine la contraction. Bouh, pas gentil. Donc ouais, la prochaine fois que tu entendras des sportifs parler entre eux et parler d'acide lactique, tu pourras te la péter en disant « c'est un terme erroné, c'est un abus de langage ». Puis ensuite t'enchaîneras « ce sont en réalité les ions H+, et puis normalement t'auras pris une baigne d'ici là parce qu'ils en ont rien à foutre ». Toujours est-il que cette filière glycolytique, lactique, elle entre en jeu dans des efforts qui tournent entre 20 secondes et 2 minutes. Du moins, elle entre principalement en jeu. Quand tu fais un effort, toutes les filières produisent de l'énergie, mais il y en a juste une qui est principalement sollicitée. Ça dépend de la durée de l'effort. Tu l'auras compris, quand toi tu fais des combinaisons longues, tu tapes beaucoup dans cette filière. Surtout si tu fais des combinaisons longues sur peu de mouvements, et que c'est à peu près toujours les mêmes muscles qui travaillent. La filière phosphocréatine dont je t'ai parlé au départ, elle intervient davantage dans les efforts de 0 à 20 secondes grand max, ça dépend à quel point tu bourrines. Le gros avantage de la filière phosphocréatine, c'est que
elles rejettent pas d'acide lactique. C'est pour ça que quand tu fais un sprint, ça te brûle pas les cuisses, c'est juste un petit peu fatigué et essoufflé parce que tu t'es donné à fond. Mais quand tu fais le 3x500 en terminale, là t'es au bout de ta vie, t'as envie de vomir et tes muscles brûlent de partout. Voilà, il y a enfin quelqu'un qui t'a expliqué pourquoi le 3x500 c'était si horrible comparé au sprint et pourquoi tout le monde a pris sprint ou course de durée au bac. Bon, je tergiverse de ouf là. J'en reviens à la thèse de Monem Gemini qui disait que la récupération active c'était mieux. Le fait de bouger un petit peu comme ça entre les séries, ça permet de faire circuler le sang et donc d'évacuer cette acidité musculaire. Et le fait d'entrecouper tes combinaisons, par exemple tu fais une combinaison planche, avec un petit peu d'exercice de tirage qui sollicite des muscles opposés, eh bien c'est que du coup tu peux retarder l'accumulation d'acide lactique et utiliser davantage ta filière phosphocréatine. Celle qu'en génère pas. Bon, les quelques-uns qu'on fait STAPS m'ont bien suivi, mais je pense que pour les autres ça a été un peu plus compliqué. T'en fais pas, j'aurai l'occasion d'en parler de manière plus extensive dans d'autres vidéos. Ok Malo, bon maintenant un peu de pratique, parce que la théorie c'est bien mais ça va 2 secondes. Tu peux parfaitement utiliser les temps de repos en guise de surcharge progressive. Je m'explique. Mettons que tu veuilles gagner en endurance sur un exercice comme les handstand push-up. Eh bien, tu peux déterminer un volume à atteindre et essayer de le faire le plus vite possible. Mon max, c'est 15 handstand push-up, je vais en faire 50, le plus vite possible. Si tu veux refaire cette méthode chez toi, je te déconseille de viser un volume au-delà de 4 fois ton max. Bon courage. Donc, une fois que tu as fait tes 50 handstand push-up, t'enregistres le temps que tu as mis à les faire, et à la séance suivante, tu essaieras de faire toujours 50 handstand push-up, mais encore plus vite. Ce genre de méthode, c'est vraiment excellent pour développer ton endurance. Je te le rappelle, les méthodes Bible of Static, version physique, ça arrive. Mais c'est pas tout, tu peux aussi fonctionner à l'inverse. Au lieu de réduire les temps de repos au fur et à mesure, tu peux les augmenter parce qu'il y a un autre facteur de ta charge d'entraînement que tu modifies. Mettons que tu sois habitué à faire des combinaisons en straddle planche depuis un bail, et là tu décides de t'attaquer un peu plus à la full. Quand tu vas passer à la full, tu peux te laisser plus de temps de récupération entre les séries. C'est d'ailleurs dans ce sens que j'utilise davantage les temps de repos, et ça nous fait une belle transition vers périodiser. Ouais, parce que augmenter les temps de repos, c'est un moyen très simple de faciliter une séance. C'est très utile les jours où t'es pas au top de tes capacités ou éventuellement lorsque tu changes de programme ou de progression, comme ce que je t'ai expliqué précédemment. Donc je vais te parler un petit peu de la place des temps de repos selon ce que tu recherches. Si tu cherches à accumuler du volume et donc à construire du potentiel, ou si tu cherches plutôt à optimiser ce potentiel et donc à intensifier ton travail. Comme je te l'ai dit précédemment, lorsqu'on veut s'habituer à une nouvelle intensité, on a pour coutume d'augmenter les temps de repos. Ça permet aussi de se concentrer davantage sur la technique et donc de ne pas se blesser en s'attaquant à des mouvements qui sont inhabituels. Lorsqu'on est en phase d'accumulation et qu'on cherche à créer du potentiel, on peut fonctionner avec des temps de repos longs, tout pareil, mais encore faut-il avoir le temps déjà, mais c'est également possible de fonctionner avec des temps de repos courts. Comme en intensification, on veut se concentrer avant tout sur notre forme, on recherche des apprentissages techniques. Donc d'un côté, les séries sont courtes, donc on pourrait se laisser des temps de repos courts, sauf qu'en soi, on ne cherche pas à fatiguer, on cherche à améliorer notre forme au fur et à mesure de la séance. Donc en plus, tu vas te filmer, regarder ce que ça donne à chaque fois, donc rien que ça va prendre du temps. Alors qu'en revanche, si tu veux accumuler du volume, faut pas partir du principe qu'il faut économiser. Tu peux avoir une approche j'accumule de volume en me laissant de grands temps de repos, et dans ces cas-là, ça veut dire que tu fais des combinaisons super longues, ou tu peux faire des combinaisons plutôt moyennes, mais jouer avec des temps de repos courts. Un peu comme ce que je t'ai expliqué avec la méthode des handstand push-up. T'apprécies la valeur que je partage dans mes vidéos? Alors imagine un petit peu ce que je te partage en contenu payant. Mon but, c'est de transmettre à mes élèves la logique de l'entraînement. Après m'avoir eu en coaching, ils n'ont plus besoin de personne, ils sont parfaitement autonomes. Je propose une formule au mois, au début on s'appelle 1 heure, on fixe ensemble tes objectifs, ton profil, puis je te construis un programme, tu m'envoies des vidéos à chacun de tes entraînements, et moi je te fais des retours et je modifie ton programme en fonction. Pour plus d'informations sur le sujet, tu m'envoies un message sur Insta. Ok, je te fais une bonne synthèse de tout ça? Encore et toujours, tu dois tester tes capacités en début de séance, ou du moins bien te connaître, pour savoir sur quoi travailler aujourd'hui. Parce qu'il y a toujours un décalage entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Si tu veux te préparer à des combos type compétition, ou que tu souhaites accumuler du volume, je te conseille de conserver des temps de repos relativement courts. Et si ton but c'est de peaufiner ta technique, tu veux pas que tes performances diminuent au fur et à mesure de ta séance. Tu veux pas fatiguer, c'est pas ce que tu recherches, tu cherches juste à peaufiner ta technique. Donc les temps de repos ont pas besoin d'être courts. L'avantage des temps de repos courts en accumulation, c'est que ça va désensibiliser ton corps à cette acidité horrible là qui brûle les muscles. Bon, de manière générale, dans la littérature scientifique, on s'accorde pour dire que des temps de repos longs, ça reste ce qui est le plus optimisé.
théoriquement. Seulement, je te conseille pas de prendre toujours de plus en plus de temps de repos, parce que si t'exiges en permanence un contexte particulier, et je sais que beaucoup de personnes vont se reconnaître là-dedans. Si t'as toujours besoin d'avoir telle musique, de t'entraîner à tel endroit, à telle heure, et avec 20 minutes de temps de repos entre chaque série parce que sinon t'y arrives pas, bah là tu te perds dans les détails. Alors rappelle-toi du principe 80-20. 20% des efforts que tu fais apportent 80% des résultats. Et ce qu'on oublie souvent de préciser avec ce principe, c'est que chercher les 20% de résultats en plus, eh bien très souvent, et croisant mon expérience, ça fait qu'on se perd dans le détail et qu'on en oublie justement les 20% qui nous donnaient 80% des résultats. Voilà, c'est tout pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que tu auras appris des trucs utiles qui te serviront dans tes entraînements. Si c'est le cas, tu me le dis en commentaire, tu lâches un pouce bleu, tu partages cette vidéo. Et moi je te dis à la prochaine pour un autre épisode. Entraîne-toi bien, récupère bien. C'était Moulax.